Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et du Real Madrid, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Liga entre le Celta de Vigo et le Real Madrid qu'on va analyser petit à petit de manière tactique, stratégique et tout ce que tu veux pour décortiquer ce match qui va être assez passionnant à suivre. Une 10e journée de Liga où on voit actuellement que le Real est toujours à 3 points du FC Barcelone qui quant à eux vont recevoir le FC Séville en tout cas à Montjuic. Donc le Real Madrid qui a peut-être aujourd'hui l'occasion de revenir encore plus proche du Barça avant le Classico de la semaine prochaine, qui sera vraiment l'élément révélateur de ce qui peut se passer pour la suite de la saison pour le Barça ou le Real, quitte à tout surmonter ou alors encore à sombrer et laisser le Barça s'envoler et avoir en tout cas où en sont les forces en présence, ou du moins entre les deux grosses équipes. On a aussi d'autres gros matchs comme Gérone Sociedad, Espanyol Barcelone, Bilbao par exemple, ou encore un Osasuna Betis pour ceux qui veulent chercher les petits matchs intéressants. Mais globalement, aujourd'hui, le Real va quand même se déplacer à Bailados contre une très belle équipe du Celta de Vigo qui fait un début de saison bien plus honorable que l'an dernier où ils étaient quand même très décevants comme en atteste notamment leur bilan avec 4 matchs remportés avec un nul et 4 défaites, 16 buts marqués, soit presque autant que le Real qui en a marqué 19, mais par contre c'est 15 buts encaissés, donc presque 3 fois plus que le Real. Donc une équipe qui offensivement est intéressante et a des choses à montrer, mais par contre qui derrière en encaisse beaucoup, en laissant beaucoup d'espace, avec un marquage peu cohérent comme on le verra tout à l'heure, mais en tout cas qui aujourd'hui a une 9e place pleinement méritée. Une équipe du Celta qui a quand même un bilan, comme je vous le montre ici, individuellement au niveau des matchs, un bilan à domicile qui est intéressant. 3 victoires, 1 nul et après une défaite contre l'Atlético Madrid et le nul c'était contre Gérone. Mais globalement une équipe qui arrive à remporter ses matchs contre ses concurrents directs au maintien et les équipes un peu moyennes. Ils ont quand même battu le FC Valence qui n'est pas n'importe qui mais qui fait pas non plus un excellent début de saison comme vous l'avez vu dans le classement précédent. Mais aujourd'hui, le Celta de Vigo montre quand même des limites. On voit que dès qu'en face ça monte en adversité, même si c'est plutôt à l'extérieur qu'ils les ont joués comme Bilbao ou encore notamment comme Osasuna qui fait eux aussi un très bon début de saison, bah là ça commence un peu à bégayer. Ça prend 3 buts par match, ça a du mal à trouver les différences et à rester compact et surtout se montrer intéressant. Ça prend 4 buts à Villarreal mais ça en marque 3, mais du coup ça montre à quel point l'équipe entre la domicile et l'extérieur c'est pas la même. Nous on va s'y déplacer, il y a quand même l'Atlético Madrid qui a galéré à les battre avec un but à la 90e minute d'Alvarez, mais là aussi où le Celta de Vigo peut peut-être avoir des problèmes, c'est que lors de leur dernier match contre Las Palmas, ils ont pris 2 cartons rouges avec notamment Iago Aspas, qui est quand même le fer de lance à son âge, que ce soit à la construction et à la finition au Celta de Vigo, qui continue par son expérience et son profil à faire beaucoup de différences dans les petits comme les gros matchs. Donc forcément son absence en tant que capitaine et leader d'équipe va énormément faire de mal au Celta de Vigo, qui va peiner à le remplacer. De l'autre côté, tu as aussi Moriba qui sera absent au milieu de terrain, qui tout comme Beltran était le meneur de jeu et celui en tout cas qui était le plus utile à la relance et surtout dans la construction et pour casser les lignes de l'adversaire. Tout comme jouer en transition sur des longs ballons avec sa précision et sa qualité technique. Mais globalement, 2 absences qui vont être très difficiles à combler côté Celta, qui vont amener des changements de composition. On a une équipe du Celta qui de base joue en 3-5-2 ou 5-3-2 suivant les phases de jeu. Là contre le Real Madrid, c'est certains qui vont conserver ce système avec 3 défenseurs centraux et les pistons, et clairement que les attaquants, à part Borja Iglesias qui est revenu au club après notamment un passage il y a un bon moment au Betis puis ensuite à Leverkusen, donc il revient au Celta de Vigo cet été avec un club notamment qu'il avait connu étant plus jeune, avec lequel il est déjà décisif, mais globalement les autres vont faire que défendre et lui restera devant pour avec un profil assez imposant, tenir la balle, faire remonter le bloc du Celta, ouvrir les espaces pour Douvikas ou en tout cas Swedberg, qui auront peut-être à loisir d'apporter de la verticalité, de la percussion et de la vitesse dans le dos de la défense du Real Madrid. Mais globalement le Celta va, je pense, tout tenter à domicile pour perturber le Real par un jeu de possession intéressant, mais surtout exploiter un maximum une défense en surnom, mais après se projeter et aller exploiter la moindre erreur du Real Madrid. Le Real Madrid qui de son côté a quand même les matchs internationaux qui viennent affaiblir, on va dire physiquement ces joueurs, qui apportent du rythme à certains, mais qui quand même, entre les différents kilomètres, etc., que les joueurs peuvent faire, peuvent aussi comme d'habitude, nous coûter quelques points, nous coûter quelques prestations problématiques après les sélections. Je
Je pense notamment à Valverde qui a enchaîné 2 matchs 90 minutes avec l'Uruguay encore une fois, qui va rejouer je pense titulaire avec le Real, qui est le meilleur joueur depuis le début de saison côté madrilène, et vraiment j'espère qu'il ne sera pas blessé, parce que entre ses buts, son activité, les ballons qu'il récupère, et en tout cas les espaces qu'il vient combler, et ses portées de balle, il est extrêmement précieux, et avec Camavinga dans l'entrejeu, qui s'impose de plus en plus aussi en équipe de France, qui est à mon sens l'élément manquant que le Real Madrid en tout cas avait besoin depuis sa blessure en début de saison, et qui a fait avec Valverde un double pivot intéressant contre Villarreal, qui permettent aussi de libérer un peu plus Jude Bellingham, qui peut se rapprocher de la surface, se rapprocher des attaquants, même si celui-ci va quand même faire qu'attaquer et défendre tout le long pour apporter un trio magique au milieu de terrain. Mais c'est clair que pour alimenter Vinicius et Kylian Mbappé qui n'ont pas été en sélection pour cause de blessures et remise en forme, il va falloir en tout cas être très percutant à Bailados, conserver la possession du ballon, se projeter efficacement et en tout cas faire en sorte d'être toujours dans la bonne position. Rodrigo qui je pense en ayant fait des bons matchs avec le Brésil sera encore en tout cas titulaire avec le Real, qui jouera un peu en 4-3-3 mais qui laissera Bellingham un peu plus haut devant le pivot du milieu de terrain, double pivot du milieu de terrain. Mais après derrière, Kylian Mbappé en ce moment, qui bien sûr traverse des zones de turbulence assez importantes, qu'on ne va pas détailler ici, parce que j'en ai déjà parlé dans les 2 dernières vidéos, mais globalement, là, il faut qu'il se remette à l'endroit, techniquement parlant, tactiquement parlant, faudra combiner, faudra être efficace et laisser les problèmes en dehors du terrain. Tout comme Vinicius, qui monte en puissance, qui a marqué un bon basso contre Villarreal l'autre jour des 20-25 mètres, et qui a en tout cas à cœur de marquer encore les esprits, à 1 ou 2 semaines de récupérer son ballon d'or. En défense, là, on aura Mendy et Vasquez. Courtois qui reprend sa place après que Lounine a assuré l'intérim durant sa blessure. Et normalement, Tchouaméni devrait reculer à la place de Militao qui, je crois, est encore blessé, si je dis pas de bêtises, pour accompagner Rudiger. Enfin bref, en tout cas on verra ça, mais pour moi les 3 joueurs à surveiller côté Celta de Vigo, c'est Borja Iglesias en pointe parce que son profil de la tête peut nous faire mal, sa hargne peut nous faire mal, sa capacité à tenir le ballon peut nous faire mal, et aussi son vice pour être là au bon moment, sur les centres ou les petites balles vislardes, peuvent être pas mal, parce qu'après c'est un joueur assez lent, qui est quand même assez technique, mais à qui on peut quand même facilement prendre le ballon. Globalement si on le tient en marquage, ça devrait aller, mais avec 4 buts, attention. Après, tu as Oscar Mingueza qui est quand même assez important côté Celta. On sait que Vinicius avait l'habitude d'en faire son jouet à chaque fois qu'il l'affronte. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est libéré dans un système de jeu qui lui convient. 4 passes D et 2 buts. Donc attention à ne pas s'estimer sur les appels et ses montées. Tout comme Fran Beltran qui est, comme je le disais tout à l'heure, le meneur de jeu idéal du Celta en l'absence de Iago Aspas, en l'absence de Moriba. Et qu'il faudra bien sûr tenir car c'est lui la plaque tournante à la récupération et à la distribution. Enfin bref, une équipe à ne pas sous-estimer à domicile, on le voit au stade contre l'Atlético et contre Gérone, c'est une équipe qui tire quand même plus de 10 fois par match, qui a la possession ou en tout cas qui la conteste un maximum et qui fait en même temps pas forcément beaucoup plus de fautes que l'adversaire, qui tient quand même son rang et son jeu et qui pousse l'adversaire, lui, à la faute, tu vois. Avec une belle précision de passe, il y a très peu de déchets techniques, donc attention à leur qualité à avoir un bloc quand même assez haut, malgré le fait qu'ils aient 3 ou 5 défenseurs pour se déployer. Au niveau en tout cas de l'analyse tactique défensive, on voit clairement, et là je vous ai mis des petites flèches et tout ça pour vous faire kiffer, contre l'Atlético Madrid ici, malgré une défense qui est quand même largement en surnombre, on voit quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs. À 2 attaquants seulement, Griezmann pour Alvarez, la passe arrive quand même à destination. Tout comme ici contre Las Palmas, on a encore 4, 5, 6 défenseurs de Celta de Vigo pour 3 attaquants, dont un qui a la balle et l'autre qui part en profondeur, avec aucun marquage dans la profondeur et la verticalité. Pareil, contre Bilbao, on a une ligne défensive qui est approximative, un marquage qui n'est pas cohérent, et malgré le fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4 joueurs de Bilbao entourés par 8 défenseurs du Celta de Vigo, la passe en profondeur passe ici pour Iñaki Williams, qui a eu le loisir de centrer, et pour ouvrir le score en tout cas côté Bilbao. Encore une fois, marquage pas cohérent. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du Celta de Vigo, 3 joueurs dont un après derrière qui a la balle pour centrer côté Atlético Madrid, et ça finit encore par une tête de Sorlotte. C'est quand même un truc de fou. Là, ici, pareil, on a le but de Bilbao, avec notamment le centre ici pour un joueur de Bilbao au milieu de 5-6 joueurs du Celta, qui plante quand même le ballon de la tête ou de l'arrière du pied, je sais plus, pour aller au fond. Ici c'est pareil, 89e minute, Griezmann qui centre, t'as 5 joueurs du Celta pour 2 du joueur de l'Atlético Madrid qui foncent au second poteau, et ça finit par rentrer comme je vous le mets avec la flèche ici.
pour la victoire, un peu hold-up parce que le match je l'ai vu et je peux vous dire que le Celta avait plus que dominé l'Atlético. Mais un manque d'efficacité et un manque de solidité leur ont tout coûté. Là c'est pareil, contre Bilbao ils ont perdu 2-1 et 3-1, mais là on voit un centre qui vient d'ici, l'attaquant est tout seul au milieu de deux défenseurs, c'est lui qui met la tête en lucarne. Et pour la troisième fois, c'est une passe en profondeur d'Iñaki Williams qui est parti, en tout cas chercher Nico Williams sur toute la largeur, en tout cas à droite, qui a eu le loisir de centrer en bout de course pour je sais plus c'est qui, je crois c'est Nico pour Iñaki, pardon, et il la met au fond à gauche. C'est quand même un truc de fou. Il est tout seul, encore une fois, dans la surface, ou du moins personne pour intervenir. C'est quand même, tu vois, problématique. Au niveau offensif, par contre, on voit une équipe qui, tu vois, contre Las Palmas, est capable de prendre 25 tirs, donc c'est quand même assez solide, en ayant joué pendant une demi-heure à 9 contre 11, mais qui, sur le peu tir qu'ils ont marqué, enfin, ils ont réussi à marquer sur leur seul tir cadré, tu vois. Et en gros, il est venu d'un centre parce que, en gros, le Celta de Vigo, c'est une équipe qui est capable d'apporter beaucoup de présence dans la surface. Peu importe contre qui ils jouent, le jouer en 5-3-2 ou en 3-5-2, ça leur permet d'avoir cette projection, d'avoir ces qualités de centre, d'avoir toujours cette densité au milieu sur des milieux de terrain qui peuvent se projeter dès que leurs latéraux ont monté d'un cran, avec les attaquants et les ailiers qui vont se replier dans l'axe pour apporter des solutions aux latéraux qui justement, ou les pistons qui sont montés. Et comme là ici, on voit un centre avec Borja Iglesias qui la reprend de voler ici pour marquer. Et là, juste avant, il y avait eu à la 17e minute un but refusé pour hors-jeu. Tu vois, on voit légèrement le joueur hors-jeu, c'était Aspas. Mais globalement, Borja Iglesias qui avait tenu son rang pour marquer en tant qu'attaquant de pointe et Renard à Séville-là. Au niveau des autres tactiques offensives, on voit en tout cas qu'à chaque fois que les milieux de terrain ont la balle, ils vont se déporter légèrement sur le côté. On a ce système-là de jeu à chaque fois qui se reproduit contre Valence ici, contre l'Atlético Madrid, pour ensuite que les pistons se projettent plus que les ailiers. Ce qui fait que les ailiers, comme je disais, se replient dans l'axe ici et ici pour accompagner Borja Iglesias ou simplement être à la retombée d'un ballon qui serait reprojeté d'un centre. Donc attention à cette présence dans la surface. Tout comme Valence ici, hop, il y a eu un centre au second poteau, but de Mingueza, reprise de volée, et c'est normal parce qu'ils ils sont en mode surménage offensif et du coup ça vient un peu noyer la défense de l'adversaire sur une projection assez monstrueuse de tous les joueurs qui après par contre comme on l'a vu tout à l'heure laisse énormément d'espace en défense qui sont contrés directement. Et si tu as une équipe qui a une qualité technique importante pour s'en sortir et que tu as en plus les joueurs rapides, ça part comme des fusées dans leur dos. Donc c'est un petit peu se jeter à l'abordage, mais attention après derrière avec les buts qu'ils prennent. Tout comme là tu vois ils sont capables, en cas ils n'ont pas la possession ou une difficulté à relancer, de partir directement loin en profondeur, comme on le voit ici sur le second screen pour Aspas, qui en profondeur après n'a plus qu'à porter la balle et tirer entre les deux joueurs, et c'est rentré totalement. Donc tu vois, il y a quand même cet aspect aussi où ils savent allonger tout comme construire le jeu. Et pour moi, les clés du match aujourd'hui, quand tu vois la composition du Real Madrid, ce sera avant tout de verrouiller les couloirs de Vasquez et de Mendy. Pour pas qu'on se fasse avoir par le débordement des pistons, des ailiers. Attention à Tchouaméni et Rudiger qui auront fort à faire entre Borja Iglesias et les deux ailiers qui vont souvent repiquer dans l'axe pour apporter le surnombre. Du coup, attention aussi à Camavinga et Valverde à bien s'entendre pour bien coulisser et boucher les espaces. Ça dépendra aussi de notre qualité à avoir la possession ou pas. Chose qu'on a quand même du mal à avoir même dans les petits matchs de Liga et ce qui est quand même problématique pour imposer un bloc assez haut et pousser l'adversaire à reculer et balancer les ballons devant. Si nous on est obligé de balancer les ballons devant, on va pas s'en sortir. Surtout s'ils sont à 5 derrière, tu vois. Donc s'ils bétonnent à 5 derrière et les deux ailiers qui reviennent défendre avec les deux milieux de terrain, va falloir pousser les frappes de loin, va falloir multiplier les combinaisons et surtout être efficace à chaque fois. Parce que si on subit l'ouverture du score, on va subir un match très compliqué. Là où si c'est nous qui marquons, ils vont devoir prendre encore plus de risques. Et en général, vu les espaces qu'ils laissent déjà à 0-0, à 1-0 normalement, avec des joueurs comme Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ça doit débouler dans leur surface, mais au moins toutes les 5 minutes. Et je rigole pas, tu vois. Après voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la fatigue liée au trêve international, les retours de blessures, mais aujourd'hui tu as quand même un banc avec Hendrik, avec Arda, avec Modric par exemple, et Fran Garcia, qui peuvent apporter du sang frais, qui peuvent apporter autre chose. Et j'aimerais bien quand même qu'Ancelotti fasse tourner, surtout qu'après on a Dortmund et le Barça à gérer, on a déjà assez de blessures comme ça, et pour moi il faut
un petit peu stopper l'hémorragie. Mais en tout cas, le Real Madrid aujourd'hui a, avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo, l'occasion de se mettre en confiance avant une grosse semaine qui peut être décisive en Liga comme en Ligue des Champions. Et surtout, des joueurs qui montent comme Kama, Tchouaméni qui en défense centrale ne déçoit jamais, et Vasquez aujourd'hui, par contre, qui va devoir serrer les dents jusqu'à au moins le mercato d'hiver pour qu'on puisse acheter, pourquoi pas, Alexander Arnold, qui viendra l'épauler avec la blessure de Carvajal. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment ça le point clé, c'est monter le bloc, attention à bien combler les espaces et être surtout ultra décisif. Et pour moi, si on fait ça, le match, on le remportera au moins 3-1. Parce que je pense très clairement qu'on prendra toujours un petit but casquette, mais le Real Madrid aujourd'hui, par rapport à son historique à Bailado, c'est contre le Celta, doit remporter ce match au moins 3-1. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et à me dire en commentaire si surtout vous aimez les avant-matchs sous ce format. Ça me fait super plaisir de faire des vidéos de plus en plus qualitatives pour vous et j'espère que vous le remarquez. Donc je vous dis à très vite pour le prochain match. En tout cas, je ne sais pas si je serai chez moi pour le faire le débrief ou si je serai chez mes parents parce que mon frère va fêter ses fiançailles évidemment. Donc je ferai au pire le débrief au téléphone et après le lendemain je ferai sûrement un débrief à froid avec le même format. Donc au pire vous aurez deux débriefs dont un plus détaillé que l'autre, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est bien sûr de bien le voir le match, de kiffer et on espère la victoire. Passez une excellente soirée, je vous remercie, à la Madrid, in Adamas. Ciao les frérots, à bientôt.